commencer. Alors, le temps de mettre moi l'écran correct. Alors, premier atelier Zoom, je l'ai nommé du magnétisme à l'observation. Et comme j'ai déjà marqué et dit à quelques-uns, on ne va pas parler astronomie ce soir. Au niveau magnétisme, on va parler aussi surtout magnétisme lié à l'électricité, hein, pas le magnétisme spirituel, on va dire. Donc, c'est deux choses à part. Et donc, le titre, c'est du magnétisme à l'observation. C'est une espèce de cheminement. Donc, ce que je vais faire, c'est une espèce de cheminement, d'avancement. Je pense que pour la plupart, il y a des choses qui me paraissent logiques, un petit peu enfantins, mais on va quand même repasser là-dessus. On va repartir de zéro. Alors, quand on parle de magnétisme, comme tout bon astronome amateur que vous êtes, on pense directement au magnétisme terrestre. Hein, donc, le pôle nord magnétique, le pôle sud magnétique. Alors, d'où vient ce terme magnétisme et en gros, comment l'homme a pris conscience qu'il y avait des pôles sur Terre? Alors, il faut savoir que le magnétisme est connu de l'homme depuis au moins l'âge du fer. Donc, des archéologues ont retrouvé des vestiges qu'au niveau de l'âge du fer, l'homme utilisait déjà le magnétisme. Alors, comment il l'utilisait? Ça venait d'un objet bien particulier, c'est une pierre qu'on appelle la magnétite. Et cette magnétite arrive, je ne dis pas de bêtises, tu es grec. Hein? Donc, grâce aux Grecs, nous avons le terme du magnétisme. Et en Grèce, il y a deux sources. Je n'ai pas poussé plus loin que ça parce que je ne m'intéresse pas plus que ça. Mais il y a deux sources par rapport à l'origine du mot magnétisme. La première, c'est qu'en Grèce, à un endroit, il existe un mont qui s'appelle le mont Magnétos. Je parle de la Grèce antique. Donc Magnétos, ça veut dire aimant. Donc on dirait que ce mont possède une pierre, donc la magnétite. Et il y a une légende là qui dit qu'en fait c'était deux monts. Un des monts, enfin les deux monts étaient en opposition, étaient un petit peu le bien contre le mal. Et il y avait un des monts où il était impossible de poser cette pierre, la magnétite, dessus, parce qu'à chaque fois, elle volait au-delà du mont. Tandis que l'autre mont, là, il était impossible d'arracher cette magnétite tellement qu'elle était vraiment collée au sol. Donc ça, c'est une origine. L'autre origine que je croirais plus, c'est qu'il y a une zone, un département en Grèce, un département de la Thessalie qui s'appelle la Magnésie. Et dans ce département-là, il y a une forte concentration de ces pierres-là particulières qu'est la magnétite. Donc, mais quelle est cette particularité? C'est qu'en fait, cette pierre a tendance à s'aligner naturellement par rapport à deux points imaginaires, les deux points que sont le pôle nord et le pôle sud. Et donc, à partir de cette pierre, on arrive à l'âge du fer, on extrait le minerai, ça devient un aimant en tant que tel et on sait l'exploiter. Et donc, première exploitation que l'homme a fait de l'aimant, c'est la boussole. Donc, tout simplement, bête boussole, comme vous les connaissez, où on a soit une flèche, soit le N pour indiquer le nord, et de l'autre côté, on a le S pour indiquer le sud. Et en fait, la boussole, c'est un aimant. Donc, la flèche ou le N, on va définir ça comme étant le pôle nord de l'aimant et le S comme étant le pôle sud de l'aimant. Et avec ça, on dit, tiens, voilà, la boussole, le N indique l'hémisphère nord, le pôle nord. Donc, on sait que le pôle nord magnétique de la Terre est dans l'hémisphère sud. Le S indique à son opposé, donc le S indique l'hémisphère sud, donc le pôle magnétique sud.
Je précise là-dessus parce que on va voir après, c'est la première grosse erreur. Enfin, c'est une des grosses erreurs scientifiques que l'homme a fait lorsqu'on a commencé à donner des définitions. Bon, vous le savez sûrement aussi, c'est que le pôle nord magnétique terrestre ne se trouve pas au même endroit que le pôle nord géographique. Il y a un écart. Alors, je ne vais pas rentrer dans cette explication-là de ce pôle nord magnétique qui bouge, juste savoir qu'il y a une dizaine d'années, ce pôle magnétique avait une vitesse de 15 km, donc 15 km par an de décalage, et depuis peu, elle bouge à 55 km par an. Je sais peut-être suivi certains articles de scientifiques qui s'inquiètent sur un basculement des deux pôles magnétiques. Donc, le pôle sud magnétique va passer au pôle nord et ainsi de suite. Bon, ça, c'est un truc d'actualité, entre guillemets, qu'on surveille. Alors, maintenant, revenons à nos aimants. Alors, voilà. Alors, je prends un aimant. J'essaye de me mettre... C'est de l'improvisation. Hein. J'ai pourtant, voilà, j'ai révisé, hein, mais voilà, hop, je suis devant. Donc, j'ai un aimant classique, d'accord. Et je ne sais pas si vous voyez bien la boussole. Enfin, Ouais. je mets un pôle de l'aimant. Et en fait, on voit que l'aimant agit sur la position de ma boussole. Dans ce cas-ci, j'ai mon pôle de l'aimant qui attire la flèche, donc qui attire le point nord de ma boussole. Si je retourne mon aimant, sans que tous mes aimants se mettent à coller ensemble, bien sûr, il fallait s'y attendre. Si donc j'inverse, donc là j'ai un pôle sud de l'aimant, entre guillemets, hein, je ne vais pas plus loin dessus, ben on voit que c'est le sud de ma boussole qui est attiré et mon nord qui est repoussé. Donc ça, c'est une première observation, c'est qu'on a vraiment bien deux pôles différents sur un aimant. Alors, ça, vous ne l'avez pas vu, je le casse, soi-disant. Donc, en fait, j'ai deux aimants et je vais tester. J'ai deux pôles, donc j'ai un pôle, on va dire nord, pôle sud, et la même chose de l'autre côté, pôle nord, pôle sud. Alors, je vais tenter de rapprocher pôle nord et pôle sud. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais donc, ça grippe directement. Je prends mon premier aimant, je le retourne, et là, je vais voir pôle nord avec pôle nord. Ben, j'ai beau essayer, ça se repousse. Il y a quelque chose, j'ai une force invisible, j'ai déjà parlé de notion de force, une force invisible qui empêche le rapprochement. Donc là, c'est nord-nord. Ben, j'inverse, sud-sud. Eh bien, pareil. Donc, première conclusion qu'on peut déjà sortir au niveau des aimants, c'est que pôle nord avec pôle nord, ben, ça se repousse. Pôle sud avec pôle sud, ça se repousse. Par contre, pôle nord avec pôle sud, ça s'attire. Donc ça, bonne chose. Et là vient notre première erreur de définition. Ma boussole, c'est un aimant. Et on a défini comme étant un aimant, le pôle nord de l'aimant va vers le pôle nord de la Terre et le pôle sud de ma boussole va vers le pôle sud magnétique de la Terre. Ben non, puisque si mon pôle nord est attiré par son opposé, ça veut dire que ma flèche de la boussole ne va pas vers le pôle nord magnétique de la Terre, il est censé aller vers le pôle sud magnétique de la Terre. Donc, à cause de cette erreur de définition pôle nord, pôle sud de l'aimant, normalement, on devrait dire que dans l'hémisphère nord, il y a le pôle géographique, le pôle nord géographique, pardon, et juste en décalage, le pôle sud magnétique. Et inversement, dans l'hémisphère sud, on a le pôle sud géographique et un petit peu décalé à côté, on a le pôle nord magnétique. Vous imaginez bien que si on fait ça,
dans les écoles, les élèves, on va les perdre, hein. Et même, je crois que monsieur et madame tout le monde, si on leur dit que le pôle nord géographique, à côté, il y a le pôle sud magnétique, ça ne va pas le faire. Donc, en gros, ben, les scientifiques ont laissé ça comme ça, on ne va pas redéfinir. Eux le savent, et dans leur expérimentation, dans leurs études physiques et tout ça, eux le savent que c'est l'inverse. Mais pour monsieur et madame tout le monde, ben, on va garder le pôle nord magnétique comme étant dans l'hémisphère nord. Ça va jusque-là? Je ne vous ai pas déjà perdu? Oui, chef, je suis. Ça va, ça va. J'ai perdu le nord. C'est T'as grave. perdu le nord. T'es déboussolé. Ça va, il y a une boussole juste devant toi, mais la boussole aussi, elle a perdu le nord. Ouais. Ah, mais ça. Oh, écoute, là, tantôt, c'était incroyable. Je ne sais pas le refaire, mais ma boussole, elle a pris panique. Elle a commencé à tourner de ses vitesses. Je l'ai mis dans un de ces champs magnétiques incroyables. Mais j'ai des, comment dire, des aimants, mais vous allez voir ça. J'en ai un peu de tout, n'importe quoi. Ok, donc là, jusqu'à présent, donc, on a appris les premières propriétés des aimants, hein, pôle nord, pôle sud, que les pôles de signe opposé s'attirent et les pôles de même signe s'opposent. Ce que je vais déjà dire aussi là, c'est que par convention, on dit que bon, les aimants du pôle nord au pôle sud, il y a un champ magnétique, et donc par convention, le champ magnétique va du pôle nord vers le pôle sud, et pas inversement. Donc ça, c'est déjà une convention qu'on donne. Alors, au niveau des aimants, donc je vous ai parlé, il y a la magnétite. Donc maintenant, je vais parler au niveau industriel. On a développé deux types d'aimants qui sont couramment utilisés. Donc, j'ai ce modèle-ci qui est en foncé. Et ça y est, j'ai déjà perdu l'autre. Tant pis, je vais prendre ceci. Je suppose que mon autre aimant, il a volé ailleurs. Ok, bon, bah, soit. Et j'ai la même chose en blanc. Est-ce que quelqu'un sait quels sont les deux composants d'aimants qu'on utilise actuellement? Quelqu'un a une idée? Pas du Moi tout. pas. Le Ok. nickel? Eh ben, non, non. Alors, ceux qui sont enfoncés, c'est ce qu'on appelle des ferrites. Ceux qui sont plutôt argentés, c'est des aimants néodymes. Mais Alors, c'est leur couleur naturelle. c'est leur couleur naturelle. Donc, la ferrite, c'est vraiment un composant. Enfin, c'est un aimant qui est ressorti d'une pierre contenant des minerais de fer, entre autres, et qu'on a magnétisé. Le néodyme, c'est un alliage. Donc, je ne sais plus tous les composants. Il y a du fer, il y a du bore, et il y en a encore un autre, mais je ne sais plus. Donc, ça a deux particularités bien distinctes. C'est que le néodyme, il est à diamètre égal beaucoup plus puissant que le ferrite, et il est réputé incassable. Tandis que la ferrite, elle est moins puissante, je laisse tomber par terre, ça casse. Alors, quand je dis que le néodyme est réputé incassable, oui, mais non. J'ai réussi à... enfin, je donne cours d'électricité en secondaire, et je donne cet aimant-là à mes élèves. Donc, c'est un aimant d'apprentissage. Donc, le rouge pour dire que c'est le pôle nord, le vert pour le pôle sud. Bah, c'est du néodyme. Ils ont quand même réussi à me le casser. Ça s'appelle la Pas neige. fier, hein? Pas fier. Ah, ils n'étaient pas fiers. Ils l'ont fait Alors, exprès. euh, donc le néodyme est censé être plus puissant et incassable, et la ferrite moins puissant et cassable. Alors, on a des formes différentes, mais des fonctions différentes. Alors, attention parce que j'ai des aimants très très puissants. Et donc, alors ici, je ne sais pas si vous voyez, voilà, donc on a un aimant ici.
Et alors, j'essaie de mettre... hop, 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 hop. Non, tac, 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 j'arrive. Dans ma main, j'ai la même chose qu'à côté, mais en beaucoup plus petit. Est-ce que vous avez une idée de l'application de ces deux-là? Bon. Donc, c'est un anneau, je prends le plus grand, c'est un anneau d'aimant et j'ai une partie métallique. Alors, parce que je vois aussi comme... Faire un haut-parleur? Ouais, c'est haut-parleur. Donc, Chris, je vois que tu marquais moteur, donc c'est... et non, c'est pas électroaimant, donc c'est des aimants pour haut-parleur. Alors, le plus grand, il est en ferrite, donc il est cassable, moins puissant, mais ça, c'est un haut-parleur d'un baffle. Donc, le baffle, on utilise à la maison, il est dans sa place, on ne va pas le bouger à gauche, à droite, il est statique, donc on peut prendre un aimant plus faible puissance, puisque le baffle est de grande dimension, et on ne le bouge pas. L'autre, il est en néodyme, eh bien, c'est un aimant qu'on utilise dans les écouteurs par exemple de GSM, de lecteurs MP3 et tout ça. Comme les écouteurs, on les met dans ses poches, on les balade à gauche à droite, on va courir avec et tout ça, eh bien, on utilise du néodyme parce qu'il est incassable. Et le haut-parleur, ben, on doit le mettre dans l'oreille. Contrairement au baffle, je vous invite à tester de mettre le baffle dans l'oreille, hein, ça ne marchera pas. Ben, l'écouteur, ben, on le met dans l'oreille, donc il faut un rapport puissance par rapport à sa taille beaucoup plus important. Donc d'où l'utilisation plutôt d'un néodyme que de la ferrite. Donc ça c'est un exemple. Ah oui, celui-ci. Oui, je commence par les plus petits. Hein. Donc ici, pop, 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 pop. Donc ça, ce sont des petits aimants rectangulaires, tout petits, en néodyme. Ben, l'application, ben, c'est les fameuses portes d'armoire qu'on ferme par aimantation. Ben, il faut du néodyme, il faut que ça ne prenne pas trop de place, sinon c'est plus rien mettre dans l'armoire. Et ça doit être incassable, parce que si à chaque fois qu'on ferme la porte, on casse son aimant, ben, ça coûtait cher la cuisine. Donc ça, c'est des aimants néodyme. Là, l'autre aimant, ça va répondre à la proposition de Chris. J'essaie de les mettre. Les blocs carrés en ferrite, là, on les utilise pour les moteurs asynchrone à bague. Vous en avez tous chez vous si vous êtes bricoleur. C'est les visseuses, les foreuses. Eh bien, quand vous utilisez une foreuse, par les petits trous de ventilation, parfois vous voyez des petites étincelles. Ben, les petites étincelles, c'est entre le rotor et la bague que forme l'aimant ici. C'est des petits arcs électriques qui se forment entre les deux. Donc là, vous voyez, on a différentes utilisations d'aimants dans la vie courante. J'ai une dernière utilisation, mais ça, je le mettrai en fin de l'atelier. Ce sera un petit exercice pour ceux qui le souhaitent après. Donc voilà, là, j'ai présenté un peu les aimants. Alors, au niveau des propriétés, l'aimant, il agit sur quoi? Sur quel élément? Quelle idée? Le fer, non? C'est déjà un qui est bien plus précis, c'est bien. Que le fer? Oh. Bon, j'ai donné une réponse, moi. C'est déjà pas mal, oui, bien, Michel. Le C'est bien, chrome, le vanadium. c'est bien, parce que d'habitude, j'ai plus directement les métaux. Ouais. Alors, oui, les métaux, d'accord. Attendez, parce que j'ai tous les aimants qui se raccrochent l'un à l'autre. Mais ça marche pas sur le cuivre, sur l'aluminium? Ben Pas voilà. sur tous les métaux. Pas sur tous les métaux. Et Sur donc, le ici- chrome, vanadium, oui, parce que si tu prends un tournevis et que tu le mets contre un aimant, automatiquement il devient aimanté et tu peux ramasser tes vis avec. Ouais. Mais ça dépend des tournevis. Pas tous les Oui. tournevis. Hein. Non, non. Parce que mais ça, je vais arriver après une des raisons. Mais ici, par exemple, donc j'ai un bac de pièces de toute époque, de tout pays. J'ai mon aimant en néodyme, comme ça, je suis sûr que ça marche super bien. Et je fais aller. J'ai des aimants, nickel.
J'ai des pièces accrochées. C'est super. Je continue, à part ma boîte, ça va. Mais le reste, j'ai beau faire mes pièces. Si, là, j'en ai quelques-unes. Non. Ah, j'en ai trouvé une aimantée. Voilà, celle-ci. Mais les autres pièces, donc tous les métaux ne sont pas attirés par les aimants. Comme certains l'ont dit, je crois qu'entre autres Daniel, le cuivre, j'ai une plaque de cuivre, j'ai beau le faire, Non, ça ne marche pas. s'attire pas. Donc en fait, l'aimant agit pas sur les métaux, mais sur les matières aimantables. Alors la question, c'est est-ce qu'il y a que des métaux qui sont aimantables? Oui ou non? Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres composants sur Terre qui sont aimantables? Probablement. Ça, c'est la question qui se dit, je donne une réponse, mais je ne m'engage pas. C'est une Le réponse de gaz, Normand. Voilà. Réponse de certains gaz Normand. ionisés, peut-être. Alors non, pas les gaz, enfin pas en tant que tel les gaz, mais c'est tout ce qu'on appelle les supraconducteurs. Donc un supraconducteur, Ah c'est oui, oui. quoi? C'est un élément qui change sa conductivité en fonction du milieu dans lequel il est. Donc typiquement, le plus grand cas, mais ça je ne vais pas le faire ici, Marianne n'a pas voulu, ce sont les céramiques. Alors comment faire l'expérience des céramiques? Il faut de l'azote liquide. Vous comprenez pourquoi Marianne a dit non. On trempe la céramique dans l'azote liquide pour le mettre le plus proche du zéro absolu. On place un aimant et là, la céramique change complètement sa propriété. Au lieu d'être un isolant, on va dire comme ça, devient conducteur et donc il se met en lévitation. Donc voilà, donc les métaux, les éléments aimantables, hein, certains métaux, et les supraconducteurs sont liés aux aimants. Ok, donc là maintenant on sait qu'il y a ça, on sait qu'il n'y a pas que les métaux, ça n'agit que sur des éléments aimantables. Et je vous ai parlé aussi au début de cette force invisible. Alors on va essayer de la voir. Et quand j'ai fait cette expérience au début, enfin tout le monde la connaît, que j'ai fait à mes filles, je me suis fait traiter de magicien. Alors je vais vous faire le magicien. Donc je fais un petit assemblage. Je vais essayer de mettre un petit peu mieux ma caméra. Non, dans l'autre sens, comme ça, comme ceci, voilà. Et après, je descendrai un peu la caméra. Donc je fais un support, c'est juste pour être sur le même plan. J'utilise l'aimant cassé par mes élèves où je suis certain par une couleur que j'ai un pôle nord et un pôle sud. Je le place entre les deux. Alors, comme tout bon magicien, on ne manque pas ses secrets, donc on met la feuille blanche. Et enfin, j'utilise ma poudre magique. Et ouais, comme tout magicien, je vais utiliser ma poudre magique que je vais parsemer sur cette feuille. Voilà, il y en a pas mal. Hein. Et grâce à cette poudre magique, qui tout simplement que de la limaille de fer, eh bien, on commence à voir. Je secoue un petit peu pour être sûr. Hop, nickel. Allez, allez. Alors, ce qu'on voit en gros, c'est que la limaille de fer, c'est pas déposée n'importe comment. Je vais mettre comme ça plus au mieux. Donc, on voit une première concentration, une deuxième qui sont les pôles, et puis après, on a vraiment ce qu'on appelle des lignes de champ. Donc, on voit vraiment le champ magnétique de cet aimant-là. Alors, je vais peut-être en mettre encore un petit peu, puisque ça a quand même mal bougé. Un petit peu plus loin.
Mais en fait, quand je mets plus loin, sur les extrémités, en fait, ces petites limailles de fer se mettent n'importe où. Donc, on voit vraiment qu'on est sur la limite d'action de l'aimant. En gros, si je mets un aimant, enfin, pas un aimant, un objet aimantable, si j'arrive à l'avoir, voilà. Tant que je suis à l'extrémité, je ne sens pas cet effet. Mais si je rentre dans les lignes de champ, là, je sens, voilà, je sens que je suis attiré vers un aimant. Mais dès que je quitte mon champ, donc, je ne sais pas si on voit avec la limaille. Donc je sais pas, voilà, sur ma clé, j'ai de la limaille de fer. Et quand je ressors de mon champ magnétique, cette limaille de fer, elle tombe. Elle n'est plus accrochée. Donc, on voit vraiment que mes aimants, on a un champ magnétique, on a une zone bien définie d'action. Et la nature de l'aimant, la forme de l'aimant fait changer ça. Un aimant en néodyme est beaucoup plus puissant qu'un aimant en ferrite. Donc, si j'avais un aimant identique mais en ferrite, les lignes de champ, son action serait beaucoup plus petite. Didier, tantôt, bon, Oui. tu dis que un morceau de fer, si tu l'approches d'un aimant, il s'aimante, par exemple, un tournevis, enfin, c'est un tournevis. Mais Oui. si tu approches ta clé, elle ne va pas s'aimanter. Je ne sais pas de quelle matière est ta clé. Alors, ma clé ici, elle est aimantée, elle est en fer. Donc ici, elle a été aimantée, puisque comme je suis rentré dans le champ, Oui. Elle a pris, ça je vais le montrer, elle a pris la propriété des aimants. Oui. Mais alors, pourquoi la limaille de fer, si tu t'élèves, elle tombe? Parce qu'elle devrait rester accrochée, non? Il y a quelque chose qui m'a échappé là. Ce qu'il y a, c'est que la limaille de fer, elle est aimantable et la clé est aimantable aussi. Ok. Je vais peut-être, dans ce cas-là, repasser sur l'autre caméra pour essayer de montrer ça. Comme ça, je vais vous montrer l'autre propriété. Donc ici, je prends l'aimant. Je prends une pièce qui est aimantable. Je la mets. Ma première pièce, c'est un petit peu l'action de... C'est ma limaille de fer, d'accord? Qu'on a vu là tout de suite. Je prends une deuxième pièce. Je mets. Alors, ma question ici, c'est la première pièce. Elle a été aimantée par qui? Qu'est-ce qui a fait que la première pièce s'accroche? Par ton aimant. Par l'aimant. D'accord. Donc, c'est l'aimant qui a transmis ses propriétés à la pièce. C'est le fait d'être aimantable. La deuxième pièce, elle a été aimantée par qui? Par la première. Elle a été aimantée par la première pièce, pas par l'aimant. D'accord? Je mets encore une pièce. La troisième a été aimantée par la deuxième, qui, elle, a été aimantée par la première, qui, elle, est aimantée par l'aimant. Et je peux aller jusque où? Jusqu'à la fin d'action de mon champ magnétique. OK. Encore, j'espère qu'elle est aimantable, celle-là. Non, bien sûr, j'ai pris une... Ça, je sais que c'est... Mais voilà, même la dernière n'arrive pas. Donc, je suis sur ma limite d'action du champ magnétique. OK? Maintenant, on va dire comme ça, hein, Michel, je vais dire que ma troisième pièce, ma deuxième pièce, ce sera... C'est ma clé. D'accord? Donc, je vais soulever ma clé. Bon. Ça va être dur parce qu'ici, c'est du néodyme, donc c'est beaucoup plus puissant. J'enlève. Mais au moment où j'enlève, d'accord, ma clé,
Ça me rappelle des il y avait de la limaille avec, et donc après, le temps de soulever, bah, cette limaille, comme les autres pièces, se sont détachées. OK? Ouais. Tant que ma clé reste dans le champ magnétique, il a toujours la propriété d'éléments qu'il a magnétisés. Et c'est qu'une fois qu'il sort du champ, qu'il perd cette propriété et que les autres tombent. OK? Ouais. Je te crois. Mystère, magie, magie. OK. Alors, où est-ce qu'on en est avec ça? Donc, on a vu les propriétés de l'élément. Donc, j'ai parlé maintenant d'un champ magnétique. Donc, le champ magnétique, juste pour information, je ne vais pas faire de formule. Je vous évite cela. Mais le champ magnétique est représenté par la lettre B et l'unité, c'est le Tesla. Donc, en mémoire à Nikola Tesla, qui a fait énormément pour le magnétisme. J'en profite également, parce que je n'ai pas montré tous les aimants, à montrer mes aimants les plus costauds. Donc, ce sont des billes de néodyme d'1 centimètre de diamètre. Eh bien, là, comme ça, je ne sais pas les défaire. Je n'ai pas assez de force pour les défaire. Donc, il faut qu'après, je fasse de la torsion. Voilà, pour arriver à en enlever une. Donc là, je dois faire extrêmement attention parce que sinon, ben, écrase mes doigts. OK. Donc, revenons un petit peu ici maintenant par rapport au magnétisme. On a vu qu'il y avait des pôles, on a vu qu'il y a des pôles qui s'attirent, qui se repoussent. On a vu que la définition qu'on a donnée sur le magnétisme est erronée, parce que dans ce cas-là, ça nous mettrait l'hémisphère, le pôle nord magnétique dans l'hémisphère sud. Tout ça, on a vu. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est, OK, on a du magnétisme d'un côté, de l'autre côté, on a de l'électricité. Est-ce qu'il n'y a pas un lien entre les deux? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de lier le magnétisme avec l'électricité? Ce n'est pas la réflexion historique, ma réflexion perso, c'est dire, tiens, justement, lorsqu'on prend un tournevis, qu'on le frotte sur son pull, on a des petits arcs électriques qui se forment localement, donc c'est l'électricité statique. Et puis, dès qu'on a fini, on met son tournevis vers des clous, des vis, et ça les aimante. Donc, on peut se faire la réflexion, on a fait avec de l'électricité statique, on a réussi à aimanter quelque chose. Donc, il y a un lien entre les deux. Le lien historique, vite fait, c'est par une personne qui, je trouve, n'a jamais été mis à sa place dans l'histoire de la science, qui est Faraday. Alors, vous connaissez Faraday pour la cage de Faraday, une propriété qu'il a découverte, mais il a fait beaucoup plus que ça. Ce qu'il y a, c'est qu'on ne l'a pas vraiment reconnu parce que c'était un fils de fermier. Il était normalement voué à aller à la ferme et tout ça. Mais ce qu'il y a, c'est que c'était un qui avait de la soif d'apprentissage. Et donc, il a fait vraiment tous les petits boulots, les trucs que personne ne veut faire au sein d'une université. Il a fait bibliothécaire, entre autres, et il profitait de ses heures de bibliothécaire pour lire tous les bouquins scientifiques. Et en lisant tout ça, il s'est vraiment intéressé à l'électricité et au magnétisme. Et il a réussi, grâce à ça, à devenir assistant préparateur de laboratoire, ce qui lui a permis de faire pas mal d'expériences et faire énormément de découvertes sur le magnétisme et sur ce qu'on va venir l'électromagnétisme. Alors, je ne vais pas faire les expériences de Faraday. Je ne vous cache pas que sur le magnétisme, l'expérience de Faraday, il y en a deux. La première, c'est il faut du mercure. Je n'ai pas envie d'acheter du mercure. En plus, il en faut en grande quantité. La deuxième, l'expérience s'appelle d'ailleurs l'expérience ratée de Faraday. Alors, il a réussi à faire réussir son expérience, mais la plupart du temps, on la rate. J'ai essayé et je l'ai raté. Ben, je ne m'appelle pas Faraday non plus. Donc, je ne vais pas faire Faraday. Par contre, je vais faire une expérience. Alors, pour ça, je vais remettre sur l'autre caméra
qui est l'expérience... pas couper la caméra, changer de caméra. Qui est le rail de Laplace. Alors, le rail de Laplace, je vais un petit peu bouger. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc, ce sont deux tiges en cuivre. Ce n'est pas des tiges de cuivre tip-top. J'ai torsadé des fils de cuivre pour arriver à des rentes rigides. Donc, elles sont non lisses, donc il y a beaucoup d'aspérité dessus. Ce n'est pas top. Sur ces deux rails-là, j'ai mis ici une alimentation. Alors, ne faites jamais ça chez vous. Moi, je peux le faire, je suis électricien. Je ne vous cache pas qu'en dessous, j'ai des chaussures de sécurité. J'ai une alimentation, je suis en 24 volts. Bon, ce n'est pas ça qui est trop grave, mais j'ai quand même 4 ampères. Titre d'information, la base qu'on donne, c'est 1 ampère, on est mort. Donc ici, j'ai 4 ampères. Je dois quand même faire attention. OK. Alors, je me mets sur la zone entre les deux bois. Donc, je disais, est-ce que vous voyez les étincelles quand je fais aller ou pas? C'est pas important, mais c'est juste pour voir la qualité de vidéo. Et, Oui, on voit les étincelles. OK. Et ça prouve comme quoi j'ai bien du courant dessus. Hein. Alors, l'expérience ici, donc en fait, j'ai du courant qui passe. J'ai un fil rouge et un fil noir. En électricité, le fil rouge représente le plus, 24 volts, et le fil noir représente le 0. Et donc, ça veut dire que par convention, le courant électrique va toujours du plus vers le moins. Donc, mon courant va aller par de ce rail-ci, va passer sur ma petite tige pour repartir dans l'autre sens. Alors ici, j'ai un circuit fermé, donc j'ai un courant qui circule. Mais tu es en court-circuit là quand même. Je suis en court-circuit. Je suis en court-circuit sur du 24 volts, donc je n'y risque rien. OK. Alors, avec ça, j'ai bougé mes aimants. Où sont mes aimants? Ici. Ce que je vais faire, c'est lier les deux en mettant un aimant. Donc ici, l'aimant que j'ai, c'est un aimant assez puissant, mais il est en ferrite. C'est un aimant que j'utilise pour l'aquarium, pour les pompes d'aquarium. Alors, comme je vous disais, le problème ici de mon expérience, c'est que je n'ai pas des tiges de cuivre lisses, hein, parce que bon, je n'ai pas envie d'aller partir au magasin acheter ça, et puis pour le prix que ça coûte. Donc, ce que j'ai là, c'est, et les arcs électriques le montrent, ce sont j'ai des micro-soudures qui se font. Donc, parfois, je vais un petit peu le bouger. Mais on voit que lorsque je mets mon aimant, cette tige, elle bouge. Je ne sais pas si vous voyez bien. J'espère. Et donc, la place a réussi à dire, bah tiens, le lien entre l'électricité et le magnétisme, eh ben, on crée une force. Une force, la force qu'on appelle la force électromagnétique. Alors, c'est excellent, cette découverte-là. Parce que grâce à l'électricité et un aimant, on arrive à faire bouger des choses. Alors, il y a moyen de savoir exactement comment bougent les choses, comment ça va agir. Je vous ai dit au début que le champ magnétique allait du pôle nord vers le pôle sud par convention. Ici, le courant électrique va du plus vers le moins par convention aussi. Alors, je vais changer de caméra. Ça, c'est ma face préférée quand je donne cours. Et ainsi qu'à mes élèves, je vais vous expliquer exactement pourquoi. Voilà, j'en ai marre. Alors, on a ce qu'on appelle la règle de la main droite. Alors, la règle de la main droite, prends entre doigts. On a le pouce. Pouce, c'est la
poussée. La poussée, c'est une force. Donc la force F. L'index, I, intensité de courant. OK? En ampères. Et le troisième, qui est le majeur M, pour magnétisme. Et donc, ces trois doigts-là, on les met vraiment à un angle de 90 degrés entre les trois. Et c'est ça le moment préféré que j'ai avec mes élèves, et que mes élèves aussi. C'est le seul moment dans la classe où je peux faire un gros fuck à mes élèves sans qu'ils puissent dire quoi que ce soit. Et je leur... Oula, j'ai eu une coupure. C'est bon, vous m'entendez? Oui. OK. Et je leur dis aussi, c'est le seul moment où vous aussi pouvez faire un gros fuck à votre prof sans qu'il puisse dire quoi que ce soit. Bon, maintenant, je ne vous cache pas que cette année scolaire-ci, même si elle était un peu raccourcie, quand je l'ai fait au début avec mes élèves, au moment même où tout le monde, la classe, avait les doigts comme ça, il y a le directeur qui rentre dans la classe. Donc, là, j'ai eu la preuve comme quoi le temps n'est pas uniforme. Les 5 secondes où le directeur m'a regardé de travers, ça m'a paru 1 heure. Donc voilà. Mais enfin, c'est le seul moment. J'ai dit, voilà, quand vous faites ça à votre prof de maths, vous voulez lui dire, non, monsieur, on fait la règle de la main droite. Alors, eh bien, c'est bien simple. Je vais essayer de repasser sur l'autre caméra pour vous montrer avec l'expérience de Laplace comment cela fonctionne. Sans faire tomber. Alors, mon courant électrique, il va dans ce sens-là. Je vais mettre de l'autre côté de la table, ce sera plus facile pour expliquer. Sinon, je suis sûr que je vais me prendre une petite décharge. Mon intensité de courant, donc l'index, je vais dans le sens du courant. Donc ici, au niveau de ma tige, elle va dans ce sens-là. D'accord? Premier doigt mis. Ensuite, le fameux majeur. Ben, j'ai dit que par convention, l'aimant, le champ va du pôle nord vers le pôle sud. Je sais qu'ici, dans cet aimant-là, cette face-ci, donc la face où je vais mettre contre le miroir, cette face-ci, c'est le pôle nord. D'accord? Donc si je le mets ici en dessous, donc mon champ magnétique va aller vers le haut. D'accord? Donc, mon index, sens du courant, mon majeur, il va vers le haut. Mon pouce, il va par où? Il va par là. Où va ma tige? Quand elle n'est pas soudée, elle va par là. Est-ce que ça va jusque-là? Parce que ça, c'est la partie la plus technique. Est-ce que vous m'entendez toujours au moins? Oui, très bien. C'est très intéressant. Ben, merci. Donc, si je reprends la règle de la main droite, je vais par là. Mon champ magnétique est vers le haut. Ma barre va vers la gauche. Si je veux que ma barre aille vers la droite, qu'est-ce que je dois faire alors dans ce cas-là? D'après la règle de la main droite. Il suffit simplement d'inverser l'aimant. Alors ça, c'est une possibilité. Effectivement, on inverse l'aimant, on lui présente son pôle sud au lieu du pôle nord. Et effectivement, Ça va de l'autre côté. ça va de l'autre côté. Alors, j'ai en même temps, ah oui, par écrit, c'est Céline qui me dit, ben, inverser le sens du courant. Ben, ça, c'est aussi une possibilité. Aussi. Les deux fils, je les mets dans l'autre sens, effectivement. Donc, si vous savez ça, c'est que vous maîtrisez le magnétisme et l'électromagnétisme. C'est la règle de la main droite, c'est extrêmement important à ce niveau-là. C'est nickel. Alors, avec ça, j'ai envie de terminer au niveau des expérimentations. Je vais enlever mon court-circuit. J'ai envie de terminer ce laboratoire. Finalement, quand je dis on va vers l'observation, on voit ici par Laplace
que on arrive à faire bouger quelque chose lorsqu'on lit le magnétisme et l'électricité. Et Chris avait justement proposé en début là, de le moteur. Eh bien, en fait, effectivement, lorsqu'on lie l'électricité au magnétisme, on peut créer des moteurs. Zénogramme. Entre autres. Inventeur de la dynamo. Alors, moi, je vais vous proposer... Je vais... Ah, si, comme ça, c'est bon. Je vais vous proposer un moteur. Vous pouvez éventuellement, ce serait peut-être sympa, ceux qui se sentent l'envie de le faire, ce qu'on appelle le moteur homopolaire. Et je dis, voilà, ceux qui sont intéressés, vous le faites chez vous, prenez votre GSM, vous filmez et mettez-le sur le groupe Facebook ou envoyez ça par mail. Alors, comment ça fonctionne? Prenez une pile. Comme ça, j'ai ma source de courant, des aimants. En plus de ça, moi, ce que je fais, je le mets un peu plus haut. J'utilise aussi des rondelles parce que l'inconvénient des piles, entre guillemets, le pôle positif, il y a un petit encoche là. C'est un détrompeur et le problème, c'est que ça ne sait pas être bien droit. Avec ça, j'ai réussi à recoller mes aimants ensemble. C'est malin. Alors, ce que je vais faire, ma pile, je mets sur mes aimants. Je mets de l'autre côté, je vérifie ma sens, donc c'est comme ceci qui s'attire. Donc je vais la mettre dans l'autre sens. Un petit aimant avec une rondelle. La deuxième rondelle, pourquoi? Parce que comme ça, entre guillemets, mon système va être, je ne vais pas dire stable, mais le plus stable possible. Donc qu'est-ce que j'ai là? J'ai un aimant. J'ai une source de courant, je vais fermer mon circuit. En plus, ma caméra est en mode inverse. On va faire comme ceci. Alors, ce que j'ai fait ici, c'est très faible, on ne voit pas vraiment. En fait, c'est du fil de cuivre et j'ai fait un petit circuit fermé. Et si ma pile n'est pas plate, si mon circuit est bien fait, il se met à tourner. Je ne sais pas si vous voyez ou pas. Je ne sais pas si vous voyez le moteur tourner. Là, on l'a vu au début, mais on ne le voit plus. Tu peux le refaire? Oui, on voit plus. Il y a un. Oui, ça Je tournait vais- trop vite, on n'arrivait pas à le voir. Oui, le problème, c'est que le moteur homopolaire, on ne contrôle pas sa vitesse angulaire. Donc, je suppose que sa vitesse de rotation est plus grande que la fréquence de rafraîchissement de la caméra. Et donc, Oui, on le voit tourner. voilà, premier moteur, créer un petit moteur homopolaire. Alors, qui dit moteur, c'est ça que je vais arriver à l'observation, d'arriver à la création d'un moteur et le fonctionnement d'un moteur pour un télescope. Donc, grâce au magnétisme, à l'électromagnétisme, on a nos télescopes et qu'on peut observer. Donc moi, c'est ce que je vous invite à faire, si vous le souhaitez. Je vous conseille au niveau des aimants, c'est quand même des aimants plutôt néodymes, ils sont plus puissants. Il ne faut pas en mettre autant que moi. Une pile, un aimant, un petit fil de cuivre, et vous avez votre premier moteur créé. Donc voilà. Alors j'ai maintenant deux petites choses aussi encore à vous montrer. C'est quand je parle au début de tour de magie, ça je le montre aussi à mes élèves. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je suis dans un tube transparent, j'ai des aimants en dessous et des aimants au-dessus. L'aimant au-dessus, il est en lévitation. J'enlève le bouchon. Je vais le doucement parce que sinon il va être éjecté. Et comme il est puissant. Donc j'ai beau appuyer.
Ben, Alors là, forcément, il est repoussé. il est repoussé. Là, je le sens bien, quoi. La forme, c'est des costauds. Donc là, j'arrive pas. Il va à chaque fois vouloir monter. Je mets un petit bouchon. Et donc, voilà. Très facilement, je vous fais de la magie, de la lévitation. Là, je vous dévoile certains tours de magie qu'on voit à la télévision. Mais chut, je vous dis pas lesquels. Donc ça, c'est lévitation. Et alors, un autre truc, ça, c'est ma petite boîte magique. Je vais y aller doucement. J'essaie de me mettre face. Ça, je vais mettre l'autre caméra parce que si je mets celle-là, je vais faire tomber ma pastille. Je vais repasser sur l'autre caméra. Mais pas. Donc, c'est quoi? Ce sont 4 aimants. J'enlève ma petite pastille. Et je ne sais pas si vous... Ça y est, c'est tombé. Ma petite pastille qui est dessus, elle est en lévitation. Je vais le redéposer. Je vais prendre une petite feuille comme ça. Comme les magiciens qui aiment bien faire là, avec leurs mains passées en dessous de... C'est ça tombe. Des gens qui lévitent. Je vais faire pareil avec ma petite feuille. Je ne sais pas si vous voyez. Mais si, on voit bien. Je n'ai pas de fil invisible ni de fil de pêche. C'est mon petit tour de magie. Oups. Voilà. Donc là, c'est un grand principe utilisé au niveau des aimants. Eh bien, ce principe, vous le connaissez. Enfin, au niveau médiatique, vous l'avez sûrement déjà entendu. Les trains en Allemagne et au Japon, ils utilisent ces fameux trains sur Rail magnétique. rails magnétiques. Ici, on est plus dans le magnétique simple. Les rails de train, c'est de l'électromagnétisme, donc ce sont des bobines lorsqu'on fait passer du courant, créent un champ magnétique et soulèvent donc le train. Donc voilà, c'était l'idée de cet atelier-là, de partir un petit peu sur la base du magnétisme, découverte des aimants, de voir quelques propriétés fondamentales, d'arriver par quelques petites expériences à vous montrer le lien entre l'électricité et le magnétisme. Et avec ça, c'est facilement de pouvoir créer des moteurs et de vous montrer finalement, grâce à ça, on a pu développer des télescopes motorisés. Donc, grâce à ça, on arrive à suivre des étoiles, faire de très belles photos ensuite. Donc voilà, ça c'est le but de l'atelier de ce soir. Je vais voir également pour faire un deuxième atelier, pas tout de suite, qui serait la suite de celui-ci, qui serait plutôt vraiment l'étude du moteur utilisé dans les télescopes. Donc c'est un moteur qu'on appelle pas à pas. C'est un moteur qu'il faut contrôler sa vitesse, puisqu'elle doit pouvoir suivre, contrecarrer la rotation de la Terre. Et donc, de faire un petit atelier pour voir comment paramétrer, comment fonctionne un moteur par rapport à la rotation de la Terre. Voilà. Et voilà, ceux qui sont intéressés, ce serait sympa, chacun de son côté, d'essayer de faire un petit moteur homopolaire et de le publier sur Facebook. Ça peut être très chouette. Voilà, si vous avez des questions, autres, je suis à votre écoute. Non. Didier, C'est moi. bon, oui, bon, tu sais pas me faire un petit moteur pour mon vélo, là? Ce serait... Vu la charge à tirer, tout ça, il n'y a pas encore de moteur d'aimant assez Non, puissant. c'est ça. Non, mais tantôt, tu ne m'as pas entendu, mais quand tu mettais une pile au-dessus de ton aimant, tu mets allez, je prends le pôle négatif de ta pile. Tu Oui. le mets sur le pôle positif ou négatif de ton aimant? Ça, je n'ai pas très bien vu. Pour faire ton moteur, ton petit moteur là.
Ah, eh bien, la réponse est dans la règle de la main droite. Si tu mets ton courant dans un sens, Ah bon, d'accord, donc je remets mon courant électrique dans un sens. Donc ma pile, mon oui. plus est d'accord. vers le bas. Donc justement, il est vers le bas. Ouais, D'accord? J'ai mon champ magnétique et j'ai ma rotation. Donc, si tu mets les aimants dans un sens, il va tourner dans un sens. Si par contre tu mets les aimants dans l'autre sens, il va tourner dans l'autre sens. ok. Donc le placement de tes aimants à ce niveau-là n'a pas d'importance, sauf si tu veux voir une rotation bien précise. Le sens de rotation, quoi. c'est ça. Oui. Ouais. Ok, mais moi j'ai trouvé ça très intéressant parce que, encore une question, Oui. bon, je sais pas, bon, je vais pas monopoliser, hein. Bon, tu as parlé de la place là, enfin du magnétisme. Oui. Ce n'est pas le même la place que celui mathématicien qui a découvert les 3 points de la place, c'est-à-dire Si, l'équilibre de certains corps. si, c'est la même C'est le personne. même. Ah C'est bon, la même personne. ah bon, ok. C'est ça que je parle comme un peu Faraday. Hein. Faraday est connu pour une chose, Laplace est connu ici pour la partie. Ce sont des chercheurs. Et donc, Ouais. ce sont des chercheurs qui ne sont pas uniquement liés, comme on peut voir dans certains cours d'histoire ou des choses comme ça, à un phénomène. Laplace a fait des maths, a fait de la physique, même a fait de la chimie aussi. Donc, on va dire comme ça, tout chercheur en physique a de sérieuses bases mathématiques et pour, comment dire, mettre en avant un principe physique, doivent mettre en avant la définition mathématique. Donc, bien sûr, la place, c'est le même. La transformée Ici, de Laplace, c'est un outil mathématique très important. c'est ça. J'ai parlé de la place parce qu'on est en macro. Hein, donc, vous avez vu l'objet bouger. La même explication, ça c'est plus pour les électriciens, mais au niveau de l'électron et du proton, c'est la loi de Lorentz. Donc, le même phénomène, mais expliqué au niveau de l'électron et du proton, c'est la loi de Lorentz. Au niveau macro, c'est la place. Il y a quelques années, tu disais que bon, ces gens-là ne sont pas, je veux dire, focalisés sur une partie de la science, mais sur pas mal en général. Oui. J'ai eu, il y a pour 30 ans peut-être, à l'Académie des sciences, ici à Bruxelles, j'ai assisté à l'occasion de, je ne sais plus quel anniversaire, de Quetelet. Bon, il y avait des Américains, il y avait des Anglais, des Allemands, etc. Mais Quetelet, c'est la même chose aussi. Hein. Bon, il n'est pas qu'astronome. Normalement, Quetelet était plutôt un statisticien et un mathématicien, et ensuite, bon, un astronome aussi, parce que, bon, le premier observatoire à Bruxelles, c'était au-dessus de la place Quetelet, d'ailleurs, hein, bon, près de la tour Madou, là, hein, donc, ces gens-là, comme Newton, hein, Newton aussi excellait dans plusieurs domaines, bon, Galilée aussi, hein, bon, tous ces gens-là excellaient dans pas mal de domaines. Tout à fait, tout à fait. Newton, c'est le bon exemple. Hein. Il n'a pas fait que l'astronomie, quoi. Ah non, c'est ça. Hein. Bon, à la rigueur, c'était bon, accessoire pour lui, l'astronomie. Hein. Oui. Donc, voilà. Bon, je trouvais très intéressant. Bon, vu le contexte actuel, eh bien oui, c'est vrai que ça ne remplace pas le contact. Hein. Ah, ça y est, il l'a déjà fait. Attends, on va voir s'il a réussi. C'est pas gagné parce que j'ai du mal à faire toucher. Ouais. Pas pousser avec les doigts, là. Attention. Non, il va souffler. Ça ne verra pas. Je dois faire attention de ne pas me brûler parce qu'en fait, c'est devenu tout rouge tout à l'heure. Ah, ça chauffe. Hein. Je vois de la fumée en fait, donc ça m'inquiète un petit peu. Ah. Oui, quand je fais comme ça, ouais. il a envie d'aller, mais Il y a du frottement. Je vois qu'il y a du frottement. ouais, il y a un peu trop de frottement parce que j'ai pas utilisé des aimants. Oula. Bon, ça ne fait rien. La semaine prochaine, tu vas améliorer ça. L'intention y était. Oui, c'est ça. Il est en train de faire du feu là.
Ça, c'est le prof qui parle. Harry, c'est un cours de physique, pas de thermodynamique, ça fait pas tout cramé. Bon, Voilà. bien, oui. J'avais, enfin, à la limite, aller voir sur le net, j'avais voulu faire une autre expérience, mais ce qu'il y a, c'est que le tube que j'avais fabriqué restait à l'école, j'ai pensé que je l'avais ramené à la maison. C'est ce qu'on appelle l'expérience du tube paresseux. Et c'est incroyable. En fait, je prends un tube d'1 mètre de long, un en cuivre et un en plastique. Et j'utilise les fameuses, ce que je vous ai montré là, les boules d'aimant. Et je mets à la verticale et je fais tomber une boule magnétique dans le tube en PVC et on voit, paf, il met une fraction de seconde pour le traverser et tomber au sol. Par contre, je mets ce même boule magnétique et je le mets dans le tube en cuivre. Et bien là, il va se passer quelques secondes avant qu'il arrive au bout. Et jusqu'à présent, c'est la seule expérience qui a permis vraiment de voir les effets de ce qu'on appelle les courants de Foucault. Et en fait, donc comme je dis, la force électromagnétique, elle peut s'exprimer sur différentes formes, la rotation, déplacer un objet. Et avec le tube paresseux, en fait, cette force électromagnétique montre un système de freinage. Freinage par des petits courants électriques qui se forment entre l'aimant et le tube. Et ces courants vont freiner la chute de la bille. Et ces petits courants, c'est ce qu'on appelle les courants de Foucault. Et cette expérience, ça s'appelle le tube paresseux. C'est aussi assez impressionnant à voir. Si je peux me permettre, Oui. j'ai un rouleau d'aluminium ici, avec lequel j'ai déjà fait cette expérience et ça marche pas trop mal. Alors, donc c'est un bête rouleau de papier aluminium, comme celui qu'on utilise à la cuisine. Ouais. Et en fait, il y a moyen de... Donc, on prend un bête aimant qu'on fait tomber dedans. Et ça ne marche pas avec celui-là. J'en avais un autre avec lequel ça marchait mieux. Mais j'ai jamais essayé avec de l'alu. Effectivement, ça pourrait... Ça ne marche pas aussi bien qu'avec un tube en cuivre, mais ça marche aussi. Alors, je pense que ça marche mieux avec un tube dans lequel il y a beaucoup d'aluminium, comme un tube qui est. Et ce qu'il y a, c'est que ici, dans ton rouleau, tu as du carton à l'intérieur. Ouais. Et je pense pas que tu dois avoir du carton. Mais moi, je le sens. Donc, je vais me mettre assez loin de la caméra. Donc, en fait, je mets ici dedans. Et j'ai le temps d'abaisser ma main pour aller le rattraper. Raté. Et donc, c'est une expérience à faire chez soi, dans la cuisine. Ah. Un petit aimant à l'intérieur de mon tuyau d'aluminium. Mais pour qu'il fonctionne bien, il faut que l'aimant frôle ta paroi. Il faut qu'il y ait la distance la plus courte possible. Donc, par exemple, dans ce rouleau qui fait environ 1,5 cm avec un de tes aimants de tes billes en néodyme, là, ça marcherait super bien. J'essaye, mais attends, hop. Je vais prendre peut-être un peu plus petite ma bille parce que celle-là, non. Ça marche pas là. Je vais prendre mes aimants à lévitation, on va voir. Si tu as encore Mais c'est beaucoup plus flagrant avec un tuyau de cuivre. Et ce qui est intéressant aussi de voir, c'est quand tu regardes par au-dessus, quand il tombe. Il ne va pas tomber en ligne droite, il va vraiment tourner autour de ton tube. Des vidéos sur YouTube, quand vous tapez le tube paresseux, il y en a pas mal, quoi. Je trouve ça comique.
Ouais, si je fais ça, je vais casser ma caméra en fait. C'est pas grave, c'est pas grave. Il y en a un pour 50 € en plus qui te fait. Et voilà, je voulais faire un petit peu cet atelier un peu atypique parce que ce qui est génial avec l'astronomie, c'est que c'est la mère des sciences et donc on sait toucher beaucoup de sujets par cette passion-là. Vivre. Et au fond, qu'est-ce qui fait que les pôles magnétiques, ça s'inverse au bout d'un certain temps? Là, tu avais parlé au début là, du mouvement des pôles magnétiques. En fait, on n'est pas encore certain. La seule chose qu'on sait, c'est que c'est pas la première fois que ça s'inverse. Pour le moment, comme j'avais dit au début, ça a tendance à s'accélérer. Et en fait, il faut savoir, c'est que la Terre n'est pas un aimant, elle agit comme un aimant. Donc en son centre, il y a un noyau de fer liquide. Et ce mouvement, de nouveau, fait qu'on a ce champ magnétique. Et ce serait apparemment, mais justement, c'est peut-être un peu trop m'avancer, c'est que comme c'est pas quelque chose de constant, cette masse, ce magma de fer, le fait que ça varie peut faire changer le sens du champ magnétique terrestre. Un peu comme le Soleil, qui est une grosse boule de magma, qui est très liquide à l'intérieur et plus magmatique à l'extérieur, et entre les pôles et l'équateur, ça varie aussi, qui fait que c'est une masse liquide qui n'est pas homogène. Et donc créer des périodes au Soleil, des périodes de plus intense activité et des périodes de plus faibles. Et ce serait plus ou moins la même chose à échelle plus réduite, puisqu'on est quand même beaucoup plus petit que le Soleil. Et donc ce serait ce mouvement magmatique de fer qui jouerait sur la rotation, enfin ce changement de position de champ magnétique. Ça n'a rien à voir avec tout ce qui est climatique ou quoi que ce soit. C'est vraiment ce serait ça, mais on n'est pas encore certain. Justement, comme on est passé d'il y a quelques années à 15 km par an de déplacement à maintenant 55 km par an, on a des chercheurs qui sont vraiment axés là-dessus et ils se dirigeraient vers cette hypothèse-là. Est-ce qu'on va tous mourir? Oui, Mais pas bientôt. Pas tout de mais suite. ça, de quoi, quand, avec qui, je ne sais pas. Mais oui, un jour tu vas mourir, hein, désolé de te l'apprendre. Oui, mais on n'est pas pressé. Non, voilà. Tu as encore autant d'ateliers à suivre avant ça. J'ai réussi à faire mon petit moteur. J'ai réussi à faire mon petit moteur. Ouais. À monture équatoriale. Allez, Ah bah il oui. fonctionne là tout de suite. Ouais. Eh ben, Ouais, Alors, monsieur Harris, 10 sur 10, c'est bien. Les suivants. ça y est. C'est comme les gosses, hein, ils s'amusent avec un rien. Voilà. Ah, mais écoute, donc, premier trimestre, je donne, enfin, c'est de manière plus poussée avec les formules et tout ça, aux élèves de 5e en électricité industrielle. Et comme travail de fin de première période, c'est de faire un moteur homopolaire et d'expliquer les rotations, comment changer le sens de rotation, donner l'intensité du champ magnétique et tout ça. Les élèves, ils sont mais ravis de faire ça. C'est aussi bien des choses, quand c'est plus théorique, des maths, ils n'ont pas envie, mais quand je leur donne ça, ils me sortent des trucs que je ne m'attendais même pas, quoi. Donc ouais, on retourne dans l'enfance. Essayez, vous allez vous amuser. C'est le but de l'atelier, d'ailleurs. Oui, mais ici, franchement, de faire le petit moteur, allez, de voir avec pas grand-chose, tu vois quelque chose qui tourne tout seul, je trouve que c'est chouette.